Soyez les bienvenus sur le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui nous vous proposons dans ce format DLTDC original un sujet autour d'une nouvelle approche très répandue dans le monde du sport et du haut niveau, dite de l'accumulation des gains marginaux. Et pour nous aider à y voir plus clair dans l'addition des petits détails qui font toute la différence, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Tristan Pavlak, entraîneur et cofondateur de Campus Coach et aux manettes de la chaîne YouTube Iron Newman. Tristan, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui dans l'émission. Comment est-ce que ça va depuis la dernière fois ? Écoute, ça va très très bien. Et toi Guillaume, ça va ? C'est toujours un plaisir, tu sais, quand j'enregistre avec toi. Surtout pour parler d'un sujet qui fait un peu débat en ce moment, qui est pas très connu, mais quand même un petit peu. Et donc du coup, j'ai plein de questions à te poser. Je te le disais, moi la notion pour commencer un peu, pour rentrer dans le vif du sujet, moi la notion des gains marginaux, elle est pour moi quand même, reste pour moi encore assez lointaine, voire un petit peu obscure. Alors évidemment, j'en ai déjà entendu parler, notamment dans le monde du vélo et du triathlon, puisque j'ai l'impression quand même que les gains marginaux, c'est le monde du vélo et du triathlon est quand même un peu plus aux avant-postes sur ces questions-là. Et évidemment, c'est des notions qu'on va retrouver chez les athlètes élites, mais j'ai l'impression de plus en plus de temps, les amateurs aussi s'interrogent de plus en plus sur cette notion des gains marginaux. Alors, dans cet épisode, on va essayer de réfléchir ensemble sur ce qu'est les gains marginaux. On va savoir aussi si cette approche elle est intéressante si on est un coureur amateur qui prépare par exemple un 10 km, un marathon, ou voire même un trail. Et bien sûr, on va s'intéresser aux gains marginaux qui, selon toi, ont le plus d'impact, que ce soit sur notre performance, notre récupération. Et puis, on va donner aussi à nos auditeurs et auditrices quelques tips s'ils veulent s'appliquer à eux-mêmes cette notion des gains marginaux pour, pourquoi pas, peut-être augmenter leur performance, si tant est qu'elle nous permet d'augmenter nos performances, parce qu'on va essayer aussi de répondre à cette question. Mais avant ça, Tristan, je te propose qu'on, comme c'est un peu la coutume maintenant, qu'on écoute des auditeurs et des auditrices du podcast sur leur avis sur les gains marginaux. Est-ce qu'ils connaissent cette notion-là ? Qu'est-ce que ça leur évoque ? Est-ce qu'ils pensent que c'est important ? On est parti à la rencontre d'un club parisien pour leur poser ces questions. Et si tu veux bien, je te propose qu'on écoute leur témoignage. Écoute, ces petits magnétos sont sûrement l'une des choses que je préfère de cette nouvelle saison, donc avec grand plaisir. C'est parti ! Alors je suis avec Mathilde qui est une coureuse du groupe de running VMA, si je ne me trompe pas, c'est bien ça ? Tout à fait, oui, viens m'attraper. J'ai une petite question, est-ce que tu connais, est-ce que tu sais ce qu'est les gains marginaux dans la course à pied ? Pas du tout. Alors je vais t'expliquer très synthétiquement ce qu'est un gain marginal. En fait c'est très simple, c'est l'art de se soucier des détails quand on est en prépa. C'est pas directement lié à l'entraînement, mais ça peut avoir des effets bénéfiques parce que tu vas mieux récupérer, mieux t'entraîner. Voilà, ce genre de choses. Est-ce que du coup, maintenant que je t'ai expliqué cette notion, est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler ? Je pense que j'avais jamais entendu le nom officiel, mais que finalement on en parle tous les jours dans nos prépas. Toutes les petites choses qu'on fait à côté de l'entraînement et de la récup pour progresser. Alors justement, est-ce que toi tu fais attention aux petits détails ? Alors pas tout le temps, quand tu es en prépa pour un marathon, un trail, je ne sais pas quelle distance tu prépares, mais est-ce que tu fais attention à ces petits détails-là justement ? Alors pas forcément quand je suis en préparation, j'essaie de faire attention à tous ces détails toute l'année, que ce soit bien dormir naturellement, bien m'hydrater, bien manger. Alors c'est un peu plus important que le sommeil, mais voilà, en tout cas j'essaie de le faire toute l'année. Et donc j'ai pas forcément, quand je rentre en prépa pour une course bien particulière, je change pas forcément ma façon de vivre, j'essaie que toute l'année ça soit bien pour que la prépa soit la meilleure possible dès que je commence. Je pense que j'essaye déjà de me focus sur l'entraînement, la récup et après oui des petites choses, mais toujours pour améliorer la récupération surtout. Chez moi c'est le truc qui va jouer beaucoup. Est-ce que tu penses que peut-être vouloir un peu tout trop contrôler, être trop soucieux des détails, des petites choses, est-ce que tu penses que ça peut pas rajouter aussi une charge mentale et finalement être contre-productif ? Si, complètement. C'est pour ça que je reste toute l'année pareil, même en prépa. Comme ça, au moins, je me prends pas la tête. C'est déjà assez de travail, la prépa marathon, sur tout ce qui est entraînement et compagnie. Donc si en plus je me stresse à me dire qu'il faut que je change mon rythme de sommeil ou des choses comme ça, ça me perturbe trop. J'en suis persuadé, c'est pour ça que je me lâche dès que je peux. C'est-à-dire qu'il y a la prépa, il y a la nourriture, il y a le sommeil, etc. Mais s'il y a un verre entre potes, accompagné pourquoi pas d'une sillage, je l'accepte avec grand plaisir. Je sais que c'est que passager, c'est une fois par semaine ou un petit peu plus, mais j'ai la base toute l'année qui me permet de ne pas être au-dessus de la ligne pour être bon pour les entraînements et la course. Complètement, ça m'arrive souvent en fin de prépa où on remet un peu tout en cause.
et on va stresser pour le moins de trucs et ça finit par remettre une énergie qui n'est pas toujours très positive. Donc ouais, ça peut être très source de stress négatif, je pense. Retour au studio. Alors, c'est toujours très intéressant ces micro-trottoirs. Alors là, on était plutôt avec des athlètes qu'on peut qualifier, qui ont une approche performance loisir. Donc plutôt des coureurs expérimentés avec un bon, voire un très bon niveau. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas forcément cette spécificité de l'entraînement, les gains marginaux. Du coup, ça va être ma première question. Comment est-ce que toi, tu définirais les gains marginaux ? Selon moi, hein, c'est l'addition de petits détails et c'est cette addition-là qui vont faire la différence. Mais est-ce que c'est bien ça ? Eh ben écoute, tu l'as assez bien résumé là et tu l'as aussi assez bien résumé dans le magnéto. Ce qu'on peut appeler des gains marginaux, ça va être tous les ajustements ou petits ajustements qu'on va pouvoir appliquer soit au niveau de nos habitudes de vie, soit directement au niveau de nos entraînements. Et ce qui va être intéressant, c'est que individuellement, c'est pas sûr qu'on sente des bénéfices ou alors vraiment des bénéfices minimes, mais c'est quand on va les cumuler. C'est le cumul de tous ces petits gains qui vont pouvoir faire la différence au niveau de l'amélioration de la performance. Et au-delà d'un effet de cumul, il y a aussi un effet de répétition. C'est-à-dire qu'on va pouvoir cumuler les différents gains entre eux, mais on va aussi avoir un effet de répétition dans le temps. Ce n'est pas parce qu'on applique un gain pendant une semaine, un mois qu'on va avoir des bénéfices sur toute une année, mais c'est justement leur répétition dans le temps qui va faire que ce gain va faire la différence à terme. Après, le concept de marginalité, et on va pouvoir y revenir tout au long du podcast parce que tu verras qu'il y a j'ai classé comme gain marginal des choses qui sont vraiment pas très marginales, ou tout du moins dont les bénéfices sont réels. Mais d'ailleurs, au passage, j'aimerais bien citer une petite phrase que Fred avait dit dans un épisode, dans une saison précédente. Il disait qu'il n'y avait pas de gains marginaux, il n'y avait que des gains. On pourra en débattre un petit peu. Et au-delà de ça aussi, il y a toute une controverse aux abords des gains marginaux, dans le sens où, à force de dire que les gains marginaux peuvent faire une différence si on les cumule et si on les cumule dans le temps, certains disent que c'est aussi un beau prétexte, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Justement, pourquoi est-ce que tu penses ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer, nous développer un peu plus cette pensée-là ? Alors pour moi, il faudrait d'abord revenir un petit peu sur les origines. La notion de gain marginal, je ne pense pas me tromper en me disant qu'elle est très largement apparu initialement dans tout ce qui va être, en tout cas dans le sport d'endurance, le cyclisme, avec tous les gains qu'il va y avoir au niveau aérodynamique. Là, je peux te citer quelques petits exemples, mais ça va jusqu'à la hauteur des chaussettes. Ça peut être quel système de serrage on va mettre des chaussures. Est-ce qu'on met des boas, des scratchs, des lacets ? Est-ce que ça vaut le coup de raser sa barbe, ses bras, ses jambes ? Enfin voilà, la liste est très très longue sur tout ce qui peut apporter un gain marginal sur l'aérodynamique. Là, dernièrement, on en a extrêmement entendu parler entre 2010 et 2019 avec certaines équipes cyclistes qui ont beaucoup mis ça en avant, qui revendiquaient certains gains entre guillemets gratuits de quelques pourcents sur la performance. Alors, c'est jamais gratuit, ou tout du moins si c'est gratuit en entraînement, c'est jamais gratuit financièrement. Mais voilà, quelques pourcents à ce niveau-là, ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est immense à haut niveau. Quand bien même la performance pourrait être améliorée d'1%, ça vaut très largement le coup. Et c'est là où est née un petit peu la controverse. C'est que cette notion de gain marginal, à force de la mettre tout le temps en avant, ça a amené des suspicions chez les observateurs qui disaient que en fait, tout ça, c'était un peu marketing et que ça pouvait potentiellement détourner du sujet principal qui était potentiellement le dopage. Et pour eux, voilà, toute cette notion de gain marginal, on y apportait beaucoup trop d'importance vis-à-vis des résultats que ça pouvait produire et vis-à-vis des résultats que nous, on pouvait observer concrètement sur le terrain, des améliorations qu'il y avait. Moi, c'est vrai que la première fois où j'ai entendu parler de la notion des gains marginaux, c'était avec la Sky, avec Chris Froome, évidemment, où y a toujours des journalistes qui essayent un peu de disséquer, tu sais, les performances, savoir si c'est possible, si c'est pas possible. Et puis eux, ils sortaient souvent cette carte-là. Oui, mais on a les gains marginaux, c'est ce qui nous permet d'avoir aussi des résultats incroyables ou une augmentation de la performance d'un cycliste qui pouvait poser débat. Après, l'un, j'ai envie de te dire, n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire même si les gains marginaux peuvent être utilisés un peu comme un alibi qui permettrait d'augmenter une performance un peu suspecte. Et tu sais qu'on a eu ça aussi dans le monde de l'athlétisme, notamment avec les plaques carbone, où on peut citer tu sais, l'exemple du sprinter suisse Alex Wilson qui avait une progression spectaculaire. Il était descendu sous les 10 secondes alors qu'il n'avait pas du tout cette référence-là, et puis qui avait justifié ce gain-là grâce à la chaussure à plaque carbone en disant
confiance. C'est voilà, si j'ai aussi explosé mon record, c'est grâce à ça. Alors on sait que généralement les athlètes ils aiment pas trop dire que c'est grâce à leur équipement et que c'est pas grâce à leur travail. Donc déjà ça peut aussi être un petit peu suspect. On avait eu même l'exemple inverse avec une coureuse sur, alors je ne saurais plus, mais sur 100 ou 200 mètres qui avait passé ses chaussures à son entraîneur qui lui avait redonné et tout le monde était en mode ah mais non les chaussures en fait la plaque carbone voilà elles sont pas légales alors qu'en fait non pas du tout. Ouais c'était c'est juste parce qu'il fallait montrer il fallait faire un nœud et montrer la chaussure à la télé pour les sponsors, mais bon toujours il y a l'imagination des uns et des autres. Mais du coup même si là en l'occurrence il avait utilisé l'argument des chaussures à plaque de carbone, ça veut pas dire pour autant qu'elles sont inefficaces. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que c'est utilisé pour ça que ça enlève les vertus des gains marginaux. Ça ne fera pas passer de 50 minutes à 40 minutes sur 10 km, mais ça peut apporter un petit gain. D'ailleurs, la question qu'on peut, parce que là on parle quand même d'1%, voire un petit peu plus d'amélioration de la performance. 1% à très haut niveau, c'est quand même énorme. Pourquoi est-ce que finalement cette notion elle est restée quand même assez chez les cyclistes, chez les triathlètes et qu'elle n'a pas forcément débordé? Alors aujourd'hui, on se rend compte que dans d'autres milieux ça parle beaucoup, mais en tout cas, elle est restée très longtemps cloisonnée au monde du cyclisme et du triathlon. Alors le cyclisme et le triathlon, c'est des sports mécaniques par essence. C'est-à-dire que on utilise un matériel, principalement le vélo en cyclisme évidemment et le vélo sur la partie vélo en triathlon. Là c'est rien de plus logique. Aujourd'hui ça ne va être que des choses faciles. Ce qu'on peut dire c'est qu'à partir du moment où on utilise un matériel, on peut partir du principe que les gens acceptent que la performance peut être améliorée grâce à celui-ci. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et à partir du moment où on accepte aussi que des recherches soient faites pour venir faire du développement technologique dans ce sens-là. Alors après, en cyclisme, on a l'UCI qui essaye de réglementer un petit peu le vélo, mais par exemple en triathlon, c'est absolument pas le cas et c'est pour ça qu'on voit des vélos qui deviennent extrêmement différents de ceux dont on a l'habitude habituellement. Donc cette recherche d'optimisation de matériel, je pense qu'après, elle va outrepasser un petit peu le milieu du matériel et elle va essayer elle va justement aller sur d'autres territoires un petit peu, que ça va être sur l'optimisation de l'entraînement, l'optimisation de la nutrition, de la psychologie. Elle va déborder de ce cadre initial qui est la simple mécanique. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des sports où on essaye de tout optimiser. Alors qu'en course à pied, le gain matériel, on l'a vu, il y en a un là avec l'arrivée des chaussures carbone, mais il reste quand même pas si important que ça vis-à-vis des gains qu'on peut avoir d'un vélo à un autre, par exemple. Là, on a quasiment en fait la pureté de l'effort physique qui resterait en fait inaltérée quel que soit le matériel que l'on peut avoir. C'est un peu l'image qu'on a de la course à pied. Et peut-être que le fait que l'aspect mécanique soit moins important, on s'intéresse un peu moins à tous les autres aspects, entraînement, nutrition, psychologie, bien que je pense que sur ces aspects-là, vous avez déjà eu l'occasion d'en discuter sur ce podcast. Vous n'êtes pas non plus à la ramasse, vous n'avez pas 20 ans de retard. Justement, aujourd'hui, les gains marginaux se sont quand même exportés à l'ensemble des sports, notamment le football. Pas mal d'équipes, le PSG, je pense, dans les conférences de presse, qui ont expliqué qu'ils ont essayé de développer un peu tout ça. C'est vrai que la course à pied, tu l'as dit, hormis la chaussure, on n'a pas ce côté un peu mécanique sur lequel on peut jouer. Mais moi, quand même, je constate que depuis 2019, c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on parle avec les athlètes. Ils nous parlent de la notion de gains marginaux. Est-ce que, selon toi, en tout cas, elle est applicable ou comment est-ce qu'on peut appliquer plutôt cette notion-là? Comment est-ce qu'on peut exploiter cette notion-là en course à pied? Parce que c'est ça aussi qui intéresse nos auditeurs et auditrices. Ils font du running. Alors, pour savoir comment est-ce qu'on peut appliquer les gains marginaux, je pense que là, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Je te propose une classification, on pourrait dire, parce qu'on pourrait décliner ces gains en pas une infinité de catégories, mais on pourrait le définir en beaucoup de catégories, mais on va essayer de se contenir à 6 catégories. Je pense à l'entraînement en 1, en 2, la récupération, en 3, la nutrition, en 4, la biomécanique, en 5, le mental et en 6, l'hygiène de vie. Je leur dis une seconde fois pour ceux qui sont en sortie longue et qui n'ont pas entendu les premiers de la liste: entraînement, récupération, nutrition, biomécanique, mental et hygiène de vie. Bon, c'est des thèmes qui intéressent et qui passionnent les coureurs et les coureuses à pied. Moi, quand tu me parles de gains marginaux, tout de suite, je pense à la récupération. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être une bêtise, mais je pense que c'est l'un des leviers sur lesquels les coureurs peut-être jouent pas suffisamment ou pourraient améliorer. Et moi, je sais que la récup, c'est quand même ce qui impacte, à mon sens, l'un des éléments en dehors de l'entraînement qui impacte le plus la performance. Du coup, je te propose qu'on commence par la récup, si tu veux bien. Ouais, je pense que les gens aussi ont de plus en plus conscience
qu'ils auront beau s'entraîner dur et faire toujours de plus en plus, s'ils n'adaptent pas leur récupération en parallèle, en fait, il y a une bonne quantité de leur entraînement qui n'est pas assimilée et qui font entre guillemets tout ça pour rien, et voire même que ça peut les entraîner à des blessures par exemple. Donc quand on parle de récupération, on a un peu tous en tête le principal, le triptyque, la Sainte Trinité. 90% de la récupération, ça va être le sommeil, l'hydratation, la nutrition. Et une fois qu'on a ces trois-là, on peut partir du principe que les gains marginaux, ça va être un peu les 10% qui restent. Alors avant de commencer à énumérer un petit peu tout ce qu'on peut mettre en place dans son entraînement et comment on peut essayer d'améliorer sa récupération, de l'optimiser, je préfère préciser que ça sert à rien de se prendre la tête à optimiser les 10% si déjà on fait pas les 90% correctement. C'est valable pour la récupération, et c'est valable pour tout le reste aussi. C'est plus facile d'acheter une petite machine pour améliorer sa récup que de manger des 5 fruits et légumes par jour ou de dormir le temps nécessaire. C'est vrai que c'est un petit côté un peu raccourci qu'on peut aimer. Donc tu fais bien de le dire à nos éditeurs. Déjà, on met le focus sur l'hydratation, la nutrition et le sommeil. Et une fois qu'on a bien travaillé ça, allez, on va travailler sur le bout restant. C'est ça, parce qu'une fois que ça c'est bon, une fois que les 90% c'est plutôt carré, voilà, on va pas être non plus trop dogmatique. 10%, ça reste quand même un levier important. Si on peut aller gratter 10% pour aller assimiler un petit peu plus ses entraînements. Surtout en prépa marathon, prépa ultra, par exemple, ça c'est important. C'est ça vaut le coup. C'est-à-dire que on n'apprécierait pas de faire un entraînement difficile et de finir la séance en disant la dernière répétition, en fait, je l'ai faite pour rien parce que je vais jamais en récupérer. Donc les 10%, ça vaut le coup. J'ai rassemblé quelques différentes méthodes alors on va pas s'épancher hélas sur chacune d'entre elles parce que on pourrait prendre 15 minutes pour chacune d'entre elles, mais voilà, il y a plusieurs méthodes qui peuvent être mises en place pour améliorer la récupération. Je pense à l'électrostimulation, la pressothérapie, tout ce qui va être bain chaud, bain froid, thérapie manuelle évidemment, automassage, mobilité. Là, les deux derniers, je pense que c'est ceux peut-être qui sont le plus réalisés. Tout ce qui va être analyse du sommeil, et ensuite cryothérapie et optimisation de l'espace de nuit. Alors, dans cette liste-là, je préfère préciser que tout n'est pas prouvé scientifiquement. Alors la science, elle dit beaucoup de choses, mais elle s'interroge encore beaucoup aussi. Et c'est là où il y a un intérêt qui est souvent très négligé par les gens et qui est souvent oublié, c'est qu'on n'a pas forcément besoin que ça soit prouvé scientifiquement. Si on ressent un bénéfice perso à appliquer, quelle que soit la méthode que je viens d'énumérer, ça vaut le coup. Si on sent un bénéfice, même si scientifiquement la science dit que ça fait rien, ça vaut peut-être le coup de continuer. Voilà. Je ne sais pas si toi, dans toute la liste que je viens de dire, tu avais l'habitude en prépa marathon d'utiliser l'une d'entre elles ? Alors, moi, j'ai l'électrostimulation, je ne l'ai pas exploité parce que c'est quand même des outils qui coûtent assez cher et voilà, je n'ai pas priorisé ça, alors peut-être plus tard. En revanche, j'ai changé mon matelas. Alors ça c'est quelque chose qui revient souvent. On le sait, les équipes du Tour de France, par exemple, vu qui vont d'un hôtel à un autre, et puis des fois c'est dans des petits villages. Faut pas s'imaginer que les grands cyclistes ils sont dans des 5 étoiles, hein. Quelquefois ils se retrouvent vraiment dans des petits 2-3 étoiles, alors ils font quand même attention, mais manque de peau. Sur le Tour de France par exemple ils n'ont pas le droit. Bah voilà, tu vois, c'est pour l'équité. Exactement, pour l'équité, donc il faut quand même qu'il y ait une standardisation, et donc ils venaient avec leur propre matelas, et ça permet d'harmoniser en fait, parce qu'on l'a tous vécu. Si on fait un petit des fois on est en déplacement, on peut aller d'un hôtel à un autre, on se rend compte qu'on n'a pas la même assise, donc la qualité du sommeil va être détériorée. Et moi j'avais un matelas qui était quand même pas top, et j'avais surtout le matin, j'avais l'impression d'être un peu courbé ici et ça, et du coup j'ai profité de la prépa marathon pour me dire allez, je change mon matelas, comme ça je vais améliorer ma récup, tu vois. Et là en fait c'est un petit curseur, mais qui va me permettre de jouer sur un gros curseur, c'est le sommeil. Et c'est là aussi on a la notion de gain marginal, c'est un petit détail, mais qui va me permettre de travailler sur un des fondamentaux de la récupération. Donc j'ai plus joué sur ça. Bain froid, écoute, alors là c'est ce que tu dis, hein. Il y en a, la science elle n'a pas forcément démontré, parce que je pense que l'eau elle n'est pas assez froide ou ci ou ça. Je sais que chez certaines personnes ça leur fait vraiment beaucoup de bien. Il y a plein de vertus aussi sur l'eau froide. Je l'ai un petit peu mis en place, mais comme les prépas, le marathon de Paris c'est en hiver, je t'avoue que quand tu fais une séance par 4 degrés, t'as plutôt envie de te prendre un bain chaud que un bain froid. Mais j'ai noté tout là, et je vais essayer de voir ce que je peux mettre en place pour la prochaine prépa. Et puis on aura aussi l'occasion, je suis sûr, dans un épisode dédié à la récupération, d'évoquer aussi un peu plus en détail tous ces sujets. Et toi, tu travailles sur certaines choses ? Écoute, moi j'ai mes petits préférés, hein. Pressothérapie, j'aime beaucoup parce que ça me permet juste de rien faire. Parfois même pendant la sieste, je me mets les bottes et je me dis que ça fait quelque chose. C'est pas donné, hein, ça. Hein. C'est pas donné, ouais. Et puis en plus,
c'est là où vraiment psychologiquement ça fait beaucoup de différence, parce que l'année dernière je les utilisais jamais parce que je voyais aucune différence, et cette année j'ai décidé que ça ferait une différence, et depuis je trouve ça formidable. Donc comme quoi ça change. J'en parlais aussi avec Manu du site OneRun qui fait un peu l'instant pour nous un peu la rubrique actualité dans un autre épisode, et lui il me dit qu'il a essayé sur une jambe et pas sur l'autre, et qu'il a quand même vu des différences, tu vois. Ok. Donc voilà, et tu peux essayer un jour si tu veux un peu challenger. Ouais, tu mets que sur une jambe et tu vois. J'ai ultra bien récupéré à gauche et je me blessais à droite. Mais on fera peut-être un sujet autour de l'électrostimulation, c'est intéressant. Ouais, bah, tu vois, par exemple, celui-là, j'ai jamais trouvé de bénéfice, donc du coup, je ne l'utilise pas. Et après, sinon, moi, je suis beaucoup automassage et je suis en train d'optimiser l'espace de nuit. Ça, c'est mon petit dada aussi. Ouais, les chambres bien noires aussi, ça exactement, c'est intéressant en prépa marathon. Moi, généralement, voilà, il y a des fenêtres que je ferme pas. J'essaye vraiment d'avoir l'atmosphère le plus noir, le plus obscur possible pour encore améliorer ma récup. Voilà, j'ai aussi un réveil, tu sais, à luminosité. Okay. Ça aussi, ça m'aide énormément. C'est-à-dire, tu sais, ça va simuler un lever de soleil, et en fait, ça t'évite d'avoir le côté un peu brutal du c'est quand réveil. ta chambre elle est noire et que tu te réveilles, il fait encore nuit, ça fait là tu vois, c'est vraiment un réveil qui est beaucoup plus harmonieux. Alors là, c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Moi en tout cas, ça a révolutionné mes réveils. Après, la seule problématique, c'est que du coup tu peux pas être sûr de te réveiller à une heure précise, donc il faut le mettre un petit peu en avance, et il faut que tu aies une marge de 10-15 minutes. Donc les gens qui aiment bien grappiller un peu de sommeil, ça peut être un peu compliqué pour eux. Mais si voilà, vous levez 1h30 avant de partir, il n'y a pas de problème, vous utilisez ça. Ceux qui snoozent pendant 30 minutes, ils mettent juste le réveil luminothérapie, je sais pas comment t'appelles ça, à l'heure initiale, et au bout de 30 minutes, ils se font réveiller pareil, mais peut-être plus en voilà, forme, c'est pas l'idéal pour eux, mais en tout cas pour moi en tout cas, ça a vraiment été génial. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. On va rester vraiment, parce qu'il y a d'autres éléments à voir sur les gains catégories marginaux. sur 6. Exactement. On va parler de la partie entraînement, parce que c'est aussi un peu fondamental. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les gains marginaux qu'on peut appliquer justement à l'entraînement? Alors tout à l'heure, on avait commencé dans les évidences en disant qu'en cyclisme, il y avait du vélo. Je vais continuer sur une autre évidence qui consiste à dire que la base de l'entraînement, c'est de s'entraîner. Ça peut paraître bête, mais parfois les gens mettent tellement de choses en place à côté qu'on a l'impression qu'ils ont oublié l'essentiel. La prissothérapie, ça suffit pas? Ouais, non, hélas, j'aimerais bien, mais non. Donc voilà, il y a rien de moins marginal que cette première étape. Vous aurez beau avoir la meilleure récupération que vous voulez, s'il n'y a pas d'entraînement pour créer un stress sur lequel récupérer, il ne se passera pas grand-chose. Donc les gains marginaux dans cette catégorie, je les ai classés en 2 sous-catégories. Il va y avoir tout ce qui va être individualisation de l'entraînement, et de l'autre côté, il va y avoir tout ce qui va être monitorage de la charge d'entraînement et de la fatigue. Donc quand on a une méthode d'entraînement logique, avec une logique interne et qui fonctionne, déjà là on a 90% parce qu'on respecte la propre logique, et ça va être après dans l'ultra-individualisation et le monitorage qu'on va aller chercher les 10% supplémentaires. Je donne quelques petits exemples. Quand je parle de monitorage de la charge d'entraînement et de la fatigue, on va être tout ce qui va être analyse de la variabilité cardiaque. Donc pour ça, les montres le font quand on a une petite ceinture cardio. Aujourd'hui, il y a la marque Whoop qui, en tout cas en triathlon, dont on parle beaucoup. Je ne sais pas si c'est le cas en course à pied. Un petit peu sur trail, ouais. Ah, ça arrive. C'est normal. Je pense que trail, c'est ceux qui sont plus enclins à... En plus, il y a beaucoup de triathlètes qui passent sur trail. Je pense qu'il y a une petite corruption qui se fait de ce côté-là. Après, sinon, il y a des choses beaucoup plus simples. Je pense par exemple à des prises de sang. Voilà, très simplement. Là, en plus, on a un exemple avec toutes les coureuses qui vont nous écouter. Les femmes sont beaucoup plus enclins à être, par exemple, anémiées que les hommes. Et hormis des sensations de fatigue, etc., l'un des moyens de s'assurer que tout va bien, ça reste quand même de prendre une prise de sang. Mais après, sinon, toutes les analyses il y a toutes les analyses endocrinologiques qui peuvent être faites aussi par le sang. Enfin, voilà, les prises de sang, ça reste quand même quelque chose d'important. Quelque chose que je mets en place, moi j'aime bien en début de prépa marathon, déjà pour ma santé, faire un petit check-up, faire les prises de sang, et puis voir si j'ai pas des carences ou des petits problèmes, une fatigue un peu qui pourrait se voir. Ça, c'est un élément intéressant. Ouais, on va reparler ça juste après. Justement, la prise de sang n'est pas utile que dans ce moment-là. C'est vrai que moi je le mets très peu en place, trop peu pour ma maman, qui aimerait que j'en fasse un peu plus d'ailleurs. Bref. Après, sinon, il y a, donc je l'ai dit, l'individualisation de l'entraînement. Sur cet aspect-là, il va y avoir tous les tests en laboratoire, où là on va pouvoir prendre plusieurs curseurs, tout ce qui va être échange de gaz, lactatémie très à la mode en triathlon, je sais pas en course à pied. Oh oui. Ouais, là aussi on est là-dedans. Voilà, après c'est des cycles, hein, ça vient, ça va. Tout ça dans le but de définir des zones, d'observer des points faibles,
de voir à l'effort les différents substrats énergétiques qui sont consommés pour justement essayer d'individualiser l'entraînement ou pour valider des choses qui sont faites à l'entraînement et qui vont pouvoir valider une progression par exemple et nous assurer qu'on va dans la bonne direction. Voilà. Et en ce qui concerne la partie plus biomécanique, est-ce qu'il y a des petits détails qu'on peut mettre en place qui peuvent nous aider à améliorer nos performances ? Alors, quand on parle biomécanique, alors on a fait tout un épisode sur la morphologie. Là, on va être plus sur le mouvement en lui-même. Donc, pour moi, il y a encore 2 catégories. Pour travailler sur l'aspect biomécanique, il va y avoir tout ce qu'on peut faire pendant. Là, on va être sur un travail de foulée. On va être donc sur des éducatifs et ou de la pratique délibérée. Je pense aussi qu'on pratique délibérée, je ne sais pas si ça te parle. Non, du tout. Tu sais, c'est simplement le fait quand tu cours. Par exemple, si tu as conscience que ton retour de genou n'est pas assez marqué quand tu cours, par exemple, le fait sur des intervalles à haute vitesse, principalement parce que c'est là où ta foulée s'ouvre le plus, de te concentrer sur cet aspect-là et de faire tout ton intervalle en pensant à cet aspect en particulier. Ce que j'appelle personnellement la pratique délibérée, c'est peut-être pas le bon nom, mais voilà. C'est-à-dire que c'est bien de faire des éducatifs, mais c'est bien aussi quand tu cours de penser à essayer d'améliorer ou d'aller dans le bon sens. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire pendant. Je mets quand même un petit, une petite réserve sur tout ce qui est travail de gamme, dans le sens où je pense que beaucoup trop de gens le font machinalement, ne portent pas réellement attention à ce qu'ils font à ce moment-là. Ils le font parce que tout le monde le fait et puis ça fait partie de l'échauffement et puis basta. C'est dommage parce que quand on parle d'éducatif et de pratique délibérée, on peut ancrer des actions motrices à ce moment-là qui vont pouvoir être utiles. Donc autant utiliser tous les bénéfices des gammes. Voilà. Donc ça, c'est pendant. Et après, il y a toute la partie renforcement, évidemment. Sur le podcast sur la morphologie, on a parlé beaucoup de propriétés mécaniques, des tissus, des tendons, etc. Je ne reviens pas dessus. Le renforcement, c'est l'un des meilleurs moyens qu'on a de pouvoir agir sur cet aspect-là. Ça va permettre de compenser certains points faibles moteurs, par exemple. Ça va permettre de prévenir les blessures et puis, évidemment, de développer certaines qualités physiques beaucoup plus rapidement par le renforcement qu'on pourrait ne le faire directement par la course à pied. Voilà. Et le renforcement, c'est typiquement ce que j'ai dit en introduction. Tu sais, j'ai dit il y a des aspects où en fait les gains sont pas vraiment marginaux. Mais pourquoi est-ce que je le mets dans gain marginal ? C'est simplement parce que la pratique du renforcement est marginale parmi les coureurs, donc je fais une petite assimilation. Ouais, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais c'est vrai que les coureurs à pied, on aime bien courir. Donc c'est en tout cas un axe qu'on peut travailler et sur lesquels on peut effectivement avoir des résultats assez impressionnants. Sur la partie nutrition, alors là, la nutrition, évidemment, on le sait, c'est essentiel dans la course à pied, notamment quand on fait de la course de fond. Mais est-ce qu'il y a des petits détails auxquels on ne pense pas et qu'on peut mettre en place et qui peuvent nous aider quand même à améliorer considérablement cet axe-là? Oui, voilà, parce que la nutrition, quand on en parle, c'est pas un gain marginal. On l'a dit tout à l'heure, il fait partie des 3 piliers principaux de la récupération. Donc à partir de là, c'est pas marginal du tout. Dans les grandes lignes, je pense que les auditeurs voient un peu comment optimiser leur nutrition, manger équilibré, tout ça. On a plein de podcasts sur ça, vous inquiétez. Voilà, n'hésitez pas à les fouiller un peu, vous allez en trouver plein sur la nutrition dans la course à pied. Exactement. Par contre, là, on peut aller chercher les 10% supplémentaires, une fois de plus, le gain marginal. Ça va être très à la mode aussi en triathlon en ce moment. Et j'ai vu quelques petits coureurs, j'ai vu notre petit Kylian Jornet avec son petit capteur de glycémie sur le bras. Voilà, tout ce qui va être variation de glycémie en direct, ce qui va nous permettre d'optimiser les stratégies nutritionnelles en course. Alors là, pour les coureurs qui nous écoutent, si vous êtes coureur de 5, 10, voire même 21 km, je pense que que vous n'en avez pas une très très grande utilité. Surtout que ça coûte très cher. Je crois que c'est des abonnements en plus. Exactement. Par contre, Kylian Jornet qui va faire 20 heures de course, sa stratégie nutritionnelle est hyper importante. Comment va réagir sa glycémie, comment est-ce qu'il va justement gérer son effort par rapport à l'énergie qui est disponible en lui. C'est quand même 10% important. Ouais, surtout sur de l'ultra-distance. Ouais, voilà, parce qu'après, les grandes règles de la nutrition à l'effort, on les connaît. C'est ce que je dis. En fait, on peut très bien faire 90% sans ça, mais sur le gain marginal, le petit 10% supplémentaire qui permet peut-être de choisir un produit par rapport à un autre quand on n'est pas sûr, ou un timing en particulier, on peut aller chercher ces 10% supplémentaires. Un autre gain marginal vis-à-vis de la nutrition, on en a parlé tout à l'heure, tout ce qui va être prise de sang. Tu as parlé de carence. Pour moi, l'un des seuls moyens de savoir si on a besoin de se complémenter quelque part,
c'est de savoir si on a une carence quelque part, et pour ça il faut faire une prise de sang. Effectivement. Évidemment, quand on pense course à pied et gains marginaux, il y a la dimension mentale pour moi qui est essentielle. Alors c'est vrai que quand on parle du mental et quand on est un coureur, on se dit j'en ai pas, comment je peux l'améliorer, on fait un peu ça dans notre coin, mais c'est un sujet que tout le monde parle dans notre entourage. Il faut du mental pour être coureur, le mental c'est important, sur marathon c'est du mental. Mais finalement, dans la réalité, on est très peu à vraiment prendre le taureau par les cornes. Alors, on va acheter peut-être un livre, on va lire 2-3 articles, on va écouter un podcast qui parle de ça, mais on va rester quand même beaucoup en surface sur ce sujet-là. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes à mettre en place si on veut vraiment améliorer ces gains-là. Oui, exactement. Alors, c'est pas mon domaine d'expertise, donc je pourrais pas non plus rentrer trop dans les détails, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut transcender la performance physique grâce au mental. Alors, imaginons qu'on prend notre performance physique qui nous permet d'atteindre 100%. Je pense pas, en tout cas, j'ai cette pensée que la préparation mentale nous permet d'atteindre 120%. Par contre, c'est possible que, en fonction de la vie, par exemple, il y a des personnes qui vont être stressées, il y a des gens qui vont avoir besoin de visualisation mentale, ou même il y a même des techniques d'ancrage qui permettent d'aller chercher un tout petit peu plus loin dans l'effort quand ça commence à être difficile. Je pense qu'il y a plein de choses qui se passent dans la vie ou pendant les courses qui nous empêchent d'être à 100% de nos capacités physiques, qui vont nous permettre de seulement être à 96-97%. Et la préparation mentale peut réussir à faire le lien pour nous permettre de débloquer les 100%. Et quand je dis 97%, pour des gens qui sont ultra stressés avant une course par exemple, là on n'est pas sur du 96, on est sur du 70 qu'on peut utiliser. Bon, de toute façon, on a une émission dans cette saison 5 qui s'appelle Body and Mind, où on a une coach mentale justement avec nous et qui nous donne plein d'astuces. Donc tout au long de la saison 5, vous allez pouvoir retrouver ça. C'est une fois par mois, donc à ne pas louper. Il y a évidemment l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est quand même essentiel quand on est un coureur à pied. Souvent d'ailleurs, on commence la course à pied, certains coureurs ou coureuses commencent la course à pied pour améliorer cette hygiène de vie, parce qu'on a tout à gagner. Du coup, cette partie-là, peut-être un petit peu plus intime, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Plus intime, mais surtout beaucoup plus classique. En fait, en réalité, on a parlé de choses un peu scientifiques, on a parlé de capteurs, on a parlé de choses, mais là, on va revenir à des choses beaucoup plus fondamentales. Quand je parle d'hygiène de vie, personnellement, en plus là, avec la période dont on sort, on a pu voir que ça apportait des bénéfices. Je parle de, par exemple, apprendre à se laver les mains. Il y a des équipes professionnelles qui apprennent à leurs athlètes à mieux se laver les mains pour justement éviter de tomber malade, parce que sur une année, entre quelqu'un qui tombe jamais malade et quelqu'un qui va tomber 4-5 fois malade, ça peut faire une petite différence au niveau de l'entraînement. Et puis il y a des choses peut-être qui peuvent être évitées avec des gestes aussi simples que apprendre à mieux se laver les mains, apprendre à prendre soin de ses pieds, ou simplement apprendre à mieux gérer son environnement avant une course. Je pense que rien que dans mon entourage, j'ai 2-3 amis avant des grosses courses, ils ont mis 1 an pour s'y préparer, ils étaient à fond, ils ont eu un mariage une semaine avant, ils se sont dit pas bête l'astico, je vais pas boire, je vais faire attention, je vais faire le taf, mais seulement ils étaient dans un environnement avec beaucoup de gens, ils n'ont pas fait attention à leur interaction sociale, et ils ont eu la grippe ou une maladie, pendant leur course, ils étaient en mode dommage. Ouais, mais surtout quand tu prépares un marathon, les prépas c'est en hiver, on sait que l'hiver t'as les gastro, t'as les grippes, t'as le Covid maintenant. Aujourd'hui, on a quand même les masques, quelque chose qui était très répandu dans les milieux asiatiques, mais qui est très mal vu socialement chez nous. Alors l'idée c'est pas de vivre avec un masque, mais vous allez, par exemple, je pense notamment dans les trains, tu vois, qui sont des endroits malheureusement où l'air circule très très mal. C'est pas inintéressant, en tout cas en période où il y a pas mal de maladies qui circulent, de mettre un masque, parce qu'effectivement si on chope une grippe ou une gastro, oui, vous allez être handicapé pendant une semaine généralement, mais en plus vos défenses immunitaires vont en prendre un coup. Donc mathématiquement, vous allez soit retomber malade après par la suite, soit vous affaiblir. Ça, c'est indéniable. Voilà, un petit masque aujourd'hui, si vous avez envie d'éviter de tomber malade l'hiver, c'est bien. Ouais, voilà, parce que là, on sort d'une pandémie, donc on fait face à 2 extrêmes. Ceux qui disent les masques ça sert à rien, on n'en met jamais, et puis ceux qui sont en mode full masque toute la journée. La réalité c'est que tomber malade avant, on tombera malade après. Si on peut se servir de cette pandémie pour garder certains bons réflexes, c'est mieux d'être dans un juste milieu, dans une approche un peu plus mesurée. Ouais. Et même au-delà, je le dis, de la Covid, tu as aussi d'autres maladies. Les mains pour les gastro, les gels hydroalcooliques. C'est peut-être même ceux-là qui me font le plus peur. Et puis les rhumes, tout simplement, un bon vieux rhume qui te met un peu mal.
mal de gorge, nez qui coule, juste un rhume quoi. Mais c'est le truc qui vient te mettre du doute, qui vient, tu vas moins bien dormir. Tout ça, ça se paye quoi à la fin. Et puis il faut pas oublier que quand, en tout cas ceux qui suivent un entraînement même plutôt intense avec beaucoup de volume, ça a tendance sur les fins de prépa à fragiliser un petit peu le système immunitaire. Moi je me souviendrai toujours de, je sais pas si c'était un intérieur sport avec l'entraîneur de natation Philippe Lucas, où c'est ce qu'il dit sur un de ses athlètes, il dit lui il est très fort mais le problème il ouvre le frigo, il chope un rhume quoi. Donc, mais moi j'en parlais avec Stéphane Diagana et lui il me disait, alors eux c'est souvent les gens qui font de la piste, c'est plus l'été, et lui il me disait, il demandait à ce qu'on éteigne la clim avant même qu'il rentre dans la chambre d'hôtel, parce qu'il s'était rendu compte qu'une fois sur 3, il chopait une saloperie à cause de la clim des hôtels qui étaient des passoires à virus. Donc là, on est vraiment dans un exemple de gain marginal. On va éteindre une climatisation, mais ça va l'éviter de tomber malade début mai, parce que après, toute sa saison, il a chopé une maladie, il va être fragilisé toute la saison. Puis en plus, c'est écologique. Très intéressant. C'est beaucoup mieux. Tristan, la question qu'on se pose quand même, parce que là on a cité quelques éléments, mais on parlait d'électrostimulation, des capteurs de glycémie, tout ça coûte quand même assez cher. Est-ce que si on est un athlète amateur, on va pas se mentir, là on est sur des éléments tu vois, qui sont quand même plus sur le haut niveau, est-ce que quand même si on est un athlète amateur, il y a un intérêt à le faire? Et est-ce qu'on peut aussi mettre en place sans avoir un budget de l'équipe Sky de cyclisme ou du PSG? Alors, je te rassure, pour commencer, il n'y a pas besoin d'être riche, il n'y a pas besoin de faire partie d'une équipe professionnelle. Alors, autant pour les élites, je suis d'accord que eux, en fait, c'est leur métier. Donc, c'est un peu un pléonasme, la performance et le gain marginal, parce qu'ils doivent tout mettre en place, tout mettre en œuvre pour faire en sorte que chaque seconde qui peut être récupérée doit être récupérée. Voilà, c'est leur métier. Par contre, pour un amateur, là, on peut quand même avoir une approche un peu plus détendue, un peu plus progressive. Et la première étape, la plus simple, ça va être de voir si on peut mettre en place tous les petits gains qui vont demander peu d'investissement matériel, financier, et aussi peu d'investissement mental. Dans le magnéto, on l'a bien entendu, les gens, ce qu'ils aiment, c'est courir. Et parfois, faire des choses à côté, ça leur apporte un stress supplémentaire dont ils n'ont pas besoin, parce que ils ont une vie personnelle, une famille, ils ont une vie professionnelle avec aussi des stress, et ils n'ont pas envie de se mettre des choses difficiles à mettre en place. Donc, il faut commencer par les choses qui demandent peu d'investissement mental, en plus des investissements financiers pour lesquels on pense en premier, mais qui n'est pas tout. Et puis après, en fonction de ses ressources, là où on veut aller, on choisit un petit peu sa direction. Par exemple, on a parlé tout à l'heure dans la récupération de l'optimisation de l'espace de nuit. Tu as dit que tu as changé ton matelas. Je ne sais pas si par exemple, toi, les écrans la nuit, à partir de 20h, si tu coupes tout. Pas vraiment. Hein. Pas vraiment. J'essaye, mais ça, c'est trop dur pour moi. Tu vois, je suis un peu accro au smartphone. Il y a certaines personnes, et je l'entends tout à fait, qui ne sont pas prêts à mettre un SMIC dans un matelas. Ça peut s'entendre, surtout là en ce moment. Moi, c'est quand même moi, je trouve que c'est un bon investissement. Désolé de te le dire, mais on passe un tiers de notre vie au lit. Donc autant avoir quand même un bon matelas. J'ai acheté un matelas aussi. Voilà, moi je trouve que c'est un très bon investissement. Oui, ça fait un peu chier, mais il y en a qui mettent ça dans les télés. Quand on peut pas, on peut pas. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on n'a pas ce potentiel financier, peut-être que les gens vont pouvoir se diriger vers OK, je peux pas optimiser ça, mais peut-être que je vais arrêter les écrans un peu avant pour optimiser ma nuit. Ouais, il y a le mode nuit, tu sais, maintenant tu as le mode anti-lumière qui est quand même pas mal. Moi je baisse tout le temps la luminosité, tu vois, et pour moi là on est dans le gain marginal, voilà, mais je vais utiliser ce mode là. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, la finalité est quasiment la même, on joue sur la même chose sur le sommeil, mais là on a deux approches différentes. Il y a l'approche qui va demander un investissement mental, le fait d'arrêter plutôt les écrans, et il y a celui qui va demander un investissement financier, celui qui va permettre, d'acheter un matelas simplement. Bon, t'as vu, moi j'ai pas voulu arrêter le téléphone. Moi non plus. Tu délègues, délègues les bonnes décisions. Justement, là l'idée c'est que nos auditeurs et auditrices puissent avoir des choses auxquelles on n'a pas pensé, mettre en place des petites choses qui peuvent avoir de l'impact. Selon toi, si tu devais, je sais que t'aimes pas trop parce que c'est un peu piégeux, mais voilà, si on devait un peu ranger par priorité les petits détails faciles à mettre en place, peu contraignants, peu onéreuses, qui ont vraiment des bénéfices sur notre performance, sur notre bien-être, si on les cumule, ce seraient lesquels ? Alors ouais, je me suis quand même prêté à l'exercice et je t'ai répertorié une petite liste de 5 choses qui sont peu coûteux à la fois économiquement et mentalement. Comme ça, les gens ont une liste un peu toute prête qu'ils peuvent envisager à intégrer dans leur routine quotidienne. Alors cette liste, en numéro 1, voilà, c'est ce que j'ai dit, améliorer le sommeil.
quelle que soit la manière. Là, on vient d'en parler en long en large. Ça va être par exemple limiter les écrans ou même passer sur un mode nuit, un mode qui nous permet d'être moins impacté par les écrans la nuit. Ça, coût zéro en économie. Un petit coût mental, mais ça peut être fait largement, je pense. Perso, je le fais pas, je l'ai dit, mais On peut le faire en prépa marathon. voilà, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des périodes où ça vaut peut-être le coup de le faire. En numéro 2, faire ses gammes en pleine conscience. Je l'ai dit encore, mais là c'est par la répétition que l'apprentissage se fait. Beaucoup de gens font des gammes sans y porter l'attention qu'elles méritent. C'est mon cas. Voilà. Je répète ça inlassablement depuis que je suis cadet, quoi. C'est ça. Après, peut-être que tu y portais l'attention nécessaire à l'époque et maintenant c'est tellement intégré en toi et tu as une technique tellement parfaite que... non, c'est pas ça du tout. Voilà. Et Je ressemble à un pingouin quand je fais mes gammes, tu sais. Dommage. Voilà. Tu vois, là pour le coup, ça coûte zéro. En plus, ça fait partie de l'échauffement. C'est bien de le faire pour entrer dans sa séance en de bonnes conditions. Donc autant le faire de la bonne manière. On fait ses gammes en pleine conscience. On fait aussi une petite pratique délibérée où si notre entraîneur nous a dit de corriger un petit truc. Ouais, moi les épaules, j'essaye de penser, de faire tomber les épaules bien bas, ce genre de choses. Voilà, exactement. Et puis après, par contre, quand je parle de gamme, parce que là, le pire qui pourrait se passer, c'est que demain, tout le monde écoute le podcast et tout le monde se met à faire des gammes. Faut pas oublier que la majorité d'entre elles se fait avec des rebonds, donc grosse contrainte mécanique. Et si c'est pas fait très progressivement, ça peut quand même entraîner des blessures. Faut pas oublier que c'est un exercice pliométrique avant d'être un exercice éducatif. Oui. Il y a autre chose ? Ouais, alors en troisième, faire des siestes. Là, si on en a la possibilité, je sais qu'évidemment, il y a beaucoup de salariés qui vont pas avoir cette possibilité-là. Alors, j'ai une anecdote intéressante sur ça parce que j'étais avec un ami qui faisait du marathon et lui s'était aménagé dans sa voiture au parking. Il avait, tu sais, l'espèce de Laguna, enfin les voitures, il avait rabattu les sièges, il avait mis un matelas et tous les midis, il allait faire sa sieste de 20 minutes dans la voiture. Lui, il en avait vraiment besoin. Alors après, je sais, bon, tu trouves autant d'études qui disent que c'est bénéfique et qu'il faut absolument le faire que d'études qui disent que finalement ça n'a pas d'impact, c'est même mauvais, il faut pas le faire. Bon, généralement, quand même, une sieste de moins de 20 minutes, en tout cas, sur le déclaratif, il y a beaucoup d'athlètes qui disent quand même que ça les a beaucoup améliorés. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, même si la science ne prouve pas, si on trouve qu'il y a un bénéfice, pourquoi s'en priver, quoi. Voilà, après, tu as toujours un mec qui te sort une étude de derrière les fagots. Oui. Voilà, mais bon, globalement, si ça vous fait du bien à vous et si c'est essentiel, lui, il avait fait ça, plutôt pas mal. Ouais. Bah moi, je l'ai mis dans ma liste parce que c'est l'un des leviers en récupération où je trouve que ça fait une énorme différence. Quand je m'entraîne beaucoup, très souvent, comme il y a aussi du travail à faire, je me couche relativement tard et j'ai du mal à avoir mes 8 heures par nuit. Et je trouve ça ultra salvateur de réussir à placer une sieste en milieu de journée entre deux entraînements. Enfin, ça fait vraiment la différence. Même les athlètes pros, tu vois, moi quand je pose la question, je demande à des athlètes, tiens, quand t'es passé pro par rapport à quand t'avais un travail, qu'est-ce que ça a changé ? Et franchement, dans 80% des cas, ils me disent, j'ai pu me mettre une sieste, tu vois. Et vraiment, c'était important pour eux d'avoir cette sieste après manger. Et puis on le rappelle, la digestion, c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie à notre corps. C'est pour ça qu'on est fatigué. Généralement, après un bon repas, on va bâiller, on va avoir envie de dormir. Voilà. Et du coup, le fait de dormir, ça permet aussi à notre corps de se concentrer sur la digestion et pas avoir à thermoréguler ou avoir voilà, ça l'économise. Ça, c'est une réalité quand même. C'est ça. Il nous en reste encore deux petits astuces, tips. Ouais, deux petites choses sur la liste. Alors, en 4, intégrer quelques mouvements de renforcement sur les routines. Là, je ne vais pas parler de grosses séances de musculation qui demandent soit un investissement financier, soit un gros coup nerveux. Et puis, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de coureurs qui n'aiment pas faire du renforcement. Par contre, il y a des choses qui peuvent être mises en place de manière assez simple. Je pense, avant d'aller se coucher ou quand on se lave les dents, des petites extensions de mollets. On se fait 4 séries de 15 répétitions. Ça peut paraître bête, mais à force de le faire, et peut-être qu'on va pouvoir surcharger un petit peu l'exercice, commencer sur 2 pieds, puis sur 1, puis après avoir un petit lest. Ça prend pas beaucoup de temps, ça prend vraiment 5 minutes dans la journée si on trouve le bon timing pour le faire. Et ça peut être vachement important. Je pense que tous les gens qui vont avoir des périostites, qui vont avoir des tendinopathies du tendon d'Achille, etc., imaginez toutes les pathologies qu'on pourrait limiter avec juste un petit exercice de renforcement dans la journée. Après, il y a aussi, par exemple, après une petite endurance fondamentale, on se place 1 ou 2 petits exercices pour de la chaîne postérieure ou qu'importe l'exercice. Voilà, ça prend pas de temps dans la journée. On est encore chaud, on vient de courir et ça peut être fait même devant la télé. Enfin, il y a plein de moments où il n'y a pas besoin de faire une grosse séance. On peut juste
placer quelques exercices dans ses journées. Et le dernier conseil? Et le dernier conseil, c'est lavez-vous les mains. Voilà. Simplement. Oula, ça rappelle, c'est très 2010, très 2020 ce que tu dis. Ouais. Non, mais ça, c'est juste pour rappeler aux gens que il y a certaines personnes qui ont des petites santé. Et au-delà de ça, voilà, il y a des fois, on peut quand même éviter de tomber malade plus facilement que d'autres. Alors après, c'est la vie, hein, c'est pas très grave, mais voilà. La question aussi, et t'en parlais un petit peu tout à l'heure, ce qui est important de préciser, et moi, que j'aimerais aussi souligner, c'est il ne faut pas que ça devienne quelque chose, une charge mentale, tu vois, parce que c'est aussi, il y a des gens qui sont un peu obsessionnels, et du coup qui vont peut-être un peu trop mettre d'attention sur ces détails-là. Il faut que ça reste quand même quelque chose qui s'intègre facilement à notre vie et qui ne nous rajoute pas une charge, parce que sinon en fait c'est bénéfice, tu vois, bénéfice-perte quoi. Et là c'est la balance, ça s'équilibre pas, les comptes ne sont pas bons, Kevin. Ouais, alors pour le coup, ce qui coûte à certains ne vont pas coûter à d'autres. Il y a des différences interindividuelles et comme tu l'as dit, le but c'est de limiter le stress, mais on n'est pas stressé par les mêmes choses. Donc c'est là où ça va être important d'individualiser les gains qu'on va mettre en place nous dans notre quotidien. Ce qu'il faut retenir sur ça, c'est que la mise en place de gains marginaux ne doit jamais être au détriment des gains non marginaux. On l'a dit, travailler sur les 10% de la récupération ne doit pas être aux dépens de sommeil, nutrition, hydratation. Le fait de vouloir optimiser son mental, sa nutrition ou je sais pas quoi, ça ne doit pas être fait au détriment de s'entraîner, qui reste la chose la plus fondamentale. Et voilà, quand on s'entraîne correctement, qu'on fait la base pour bien récupérer. Ensuite, on peut voir ce qu'on peut rajouter et remplacer. Déjà, sachez qu'avant de parler de gain marginal, si vous vous entraînez bien et que vous récupérez bien, vous faites mieux que sûrement 80% des coureurs. Donc, vous élevez déjà en essayant de faire ça bien. Et ensuite, pas de stress. Si vous faites ça bien, vous avez fait 95% du job. Il vous reste les 5 petits 10% d'optimisation si vous avez envie d'aller les chercher. On n'est pas sur du 50-50, tu vois. Je pense que les gens pourraient avoir peur en disant « je rate tout un monde de progression ». Non, on est vraiment sur un gain marginal. Après, on se rend compte qu'effectivement, mis bout à bout, ça peut avoir un impact quand même assez important. Je le rappelle, n'hésitez pas, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, si vous voulez avoir une synthèse de tout ce qu'on s'est dit, à vous inscrire sur notre newsletter. On va vous envoyer une newsletter spécifique autour des gains marginaux. Donc, ne loupez pas ça. Avant de passer à la rubrique analyse, Tristan, comment est-ce qu'on pourrait conclure tout ce qu'on s'est dit dans cet épisode très intéressant? Alors, on l'a vu, la performance, c'est courir avant tout, mais ce n'est pas que ça. Je pense que cet épisode, c'était un bon exercice justement pour donner plein d'exemples aux gens. On n'est pas rentré trop dans les détails, mais on a eu l'occasion de citer pas mal de podcasts dans la tête d'un coureur qui ont déjà eu l'occasion d'être faits sur les différents sujets. Donc voilà, c'est un bon petit rappel et puis ça permet de donner des idées aux gens. Peut-être que certaines personnes n'avaient pas trop d'idées. On l'a vu dans le magnéto, gains marginaux, les gens se posent un peu des questions. Là, on a donné des dizaines et des dizaines d'exemples de choses qui peuvent être faites en dehors de la course à pied et qui peuvent venir optimiser un des 6 types, on va dire, de gains dont on a parlé. Bah écoute Tristan, sur ces belles paroles, je te propose qu'on passe à notre rubrique analyse. Est-ce que tu es OK? Ouais, c'est parti. Jingle. La rubrique analyse, c'est aussi la nouveauté de cette saison 5 du podcast Dans la tête d'un coureur. Chaque mois, on analyse ensemble une séance mythique de running afin de comprendre son intérêt, les qualités qu'elle nous permettent de développer et surtout, est-ce qu'elle est vraiment utile, pertinente en fonction de la course, la compétition, l'objectif qu'on prépare. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une séance, j'ai presque envie de dire mythique, du monde du running. Certainement l'une des plus populaires, aussi l'une des plus appréciées par les coureurs à pied. Celui le coureur qu'il n'aime pas, il est mal barré parce qu'on la retrouve, j'ai l'impression, un peu partout. Mais est-elle vraiment efficace? A-t-elle vraiment des intérêts? C'est ce que Tristan va nous dire. Cette séance, c'est le 6x1000, le 8x1000. On va la retrouver un peu partout, dans les prépas 10, les prépas semi, les prépas marathon, même les trailers, même les ultra trailers, la pratique avec des petites variantes. C'est quand même, voilà, moi je pense que c'est vraiment la séance mythique. Je sais pas si dans le triathlon aussi elle est un peu emblématique. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu the séance en running, Tristan, le 8x1000, 6x1000? J'ai l'impression que tu en as mangé des 8x1000 à l'appel. Ah bah ouais, j'en ai mangé, mais moi j'adore ça. En plus c'est vraiment une séance, tu vois, qui te permet de jauger un peu ta forme, de savoir un peu où t'en es. Si t'as des feedbacks tout de suite, tu vois, sur cette séance, tiens, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je les ai bien enchaînés? Est-ce que ça a été dur au bout du 5e, du 6e? Est-ce que j'aurais pu en refaire 8 d'affilée?
t'en as qui en font des 10, 15 fois 1000. Bon, voilà, il y a des variantes qui existent en fonction après de la récupération. Non, c'est une séance pour moi, oui, j'adore cette séance. Quand je suis en forme. Ah. Parce que sinon, c'est pas la même chose. Tu l'as dit, il y a différentes variantes et c'est bien parce qu'en tant que pratiquant, tu n'as peut-être pas notion de tous les petits ajustements, mais en fait, tu l'as dit, ça va dépendre de la récupération, ça va dépendre de la vitesse à laquelle on effectue la séance et tout ça crée des variantes différentes et d'un format de séance qui peut sur le papier être similaire, on parle du 8 x 1000, on peut arriver à des séances réellement très différentes. Alors, la première variante, ça va être celle où on va courir à une allure type comme si on courait à 10 km allure 10 km environ pour les plus rapides. Voilà, ceux qui vont courir. C'est la plus pratiquée. Généralement, quand on a une séance de 8 x 1000, 6 x 1000, on la court à allure 10. C'est quand même souvent ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, alors ça va dépendre de la récupération. En général, sur ces genres de séances, on va être sur. Une 30, 200 mètres pour le coup, ça va. Ah, toi, tu parles en distance. Une minute, 200 mètres. Ouais, moi, je mets plutôt en distance. Ouais. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est en fait, au lieu de parler de la distance, parce que 10 km, tu vois, ça peut être des gens qui courent en 30 minutes, ça peut être des gens qui courent en 1 heure. Donc là, si je dis allure 10 km, moi, je préfère parler de l'allure qu'on peut tenir sur 30-40 minutes, par exemple. Donc évidemment, ça va être l'allure 10 km pour les plus rapides d'entre nous, mais ça va être au-delà de l'allure 10 km pour les plus lents. Sur ce format de séance, donc allure maximum sur 30-40 minutes, récupération 1,5. Donc ça veut dire si notre 1000 on le court en 4 minutes, on prend 2 minutes. Si on le court en 3 minutes, on prend une 30. Voilà, là on est quand même sur un format de séance assez rapide. 8 x 1000, un gros volume, on en reviendra juste après, mais voilà, ça c'est la première variante. Deuxième variante, là on va être sur une allure un tout petit peu plus lente. Là on va plus être sur l'allure qu'on va tenir à peu près 1 heure. Certains parlent de seuil, pour certains ça va se rapprocher de l'allure semi-marathon pour les très très meilleurs, mais voilà, ça va être de l'allure 10 km pour ceux qui sont un peu plus lents. Là on va être sur une récupération 1 tiers, donc si on fait notre kilomètre en... Est-ce que j'ai envie de me lancer en 4 minutes? Ça va faire 1 minute 15, quelque chose comme ça, un peu plus. Bref, tu vois un petit peu, on diminue un petit peu, on pince un peu la récupération. Et après, on peut continuer en fait on peut continuer à faire des variantes. Par exemple, on peut avoir une variante encore plus facile où là, on va ralentir encore l'allure, où on va être sur de l'allure semi-marathon. Par exemple, on va encore potentiellement passer encore un peu plus les récupérations, aller sur un quart, et on a une séance assez facile d'allure semi-marathon. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même une séance que tu retrouves vraiment partout. Est-ce que on est vraiment sur une séance qui est très polyvalente? Ouais, on est vraiment sur une séance qui est extrêmement versatile. Je vais te donner quelques petits exemples de là où on peut l'intégrer. Par exemple, sur une préparation de 10 km, à allure de course, le 8 x 1000 proche de l'échéance, c'est vraiment un peu le classique. En préparation semi, on peut le placer à un autre moment. Par exemple, si on court aussi à allure de course, à allure semi-marathon, là, on va être sur une très bonne introduction de bloc un peu spécifique. 8 x 1000 allure semi-marathon quand on est en forme. Normalement, c'est une séance qui passe bien et qui permet de commencer à intégrer un petit peu l'allure. Donc voilà, on est vraiment sur des spectres de séances, des préparations qui sont très larges et ça permet d'être extrêmement versatile et c'est très transversal du 5 au 10 au 21 km. Selon toi, est-ce que cette séance, elle a des inconvénients? Est-ce qu'elle a des avantages? Si on doit un peu être critique, aussi bien dans le positif que dans le négatif, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette séance? Alors en avantage, c'est ce que je dis, c'est cette transversalité, étant donné que les intervalles sont quand même plutôt longs, plutôt intenses. Ça va nous permettre de développer certains processus physiologiques limitants sur beaucoup de distance, tant au niveau du système oxydatif que tout ce qui va être système glycolytique, tout ce qui va être tamponnage de la fatigue. Voilà, on va toucher grâce à cette séance beaucoup de facteurs physiologiques qui vont pouvoir être limitants sur chacune des performances. Donc voilà, avantage principal, transversalité. Et après sur l'inconvénient, j'en ai deux. Premièrement, c'est si on court cette séance en groupe. Parce que tu vois, tu l'as vu d'instinct, X x 1000, 6 x 1000, 8 x 1000, on a tendance à vouloir imposer une récupération, 200 mètres, une 30, ou c'est pire en temps qu'en distance, au repos une 30. Mais en fait, le 1000, on va pas le courir tous à la même vitesse. Si on court en groupe, on va peut-être courir ensemble, mais en fait, chacun va être à un niveau d'intensité différent. C'est-à-dire qu'en absolu, on aura la même intensité. 15 km/h, n'importe quoi. Mais en relatif, on sera à des intensités très différentes qui demanderaient potentiellement des récupérations différentes. Et à partir du moment où les récupérations sont les mêmes, ça veut dire que le stress sur le corps va être très différent en fonction des gens. C'est clair. Et puis c'est aussi une séance, moi j'ai remarqué que les coureurs, grande majorité des coureurs, courent trop vite.
Tu vois, j'en parlais récemment avec quelqu'un avec qui je m'entraînais, qui avait un objectif de faire un sub 40 sur 10 km. Il courait ses 6 fois 1000, 8 fois 1000, je sais plus ce qu'il faisait comme séance, mais il les courait à 3,55, 3,54. Et en fait, il était en sur-régime et je lui dis non, c'est stupide. En fait, il pensait bien faire, mais il était saccadé, il saturait, il générait beaucoup de fatigue et ça le rassurait. Et j'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de coureurs. On a tendance à vouloir prendre une marge de progression de 3-4 secondes, mais comme on est déjà un peu en zone, tu vois, ça devient vite une séance du coup plus haute intensité et c'est pas les faire chercher, quoi. Et c'est très piégeux. Et on veut toujours courir un peu trop vite cette séance-là. J'entendais le témoignage la dernière fois dans des universités américaines où en fait les très bons coureurs universitaires très souvent allaient se servir un peu dans les freshmen, là, ceux qui sont en première année, comme sparring. Et en fait, les niveaux sont très différents, mais comme ceux qui viennent d'arriver à l'université sont très contents de courir avec les élites du groupe, ils peuvent réaliser la séance. Mais en fait, à la fin de la saison ou à la fin de leur année universitaire, en fait, ils sont brisés parce que les très bons ont réalisé les séances à la bonne intensité et eux, par le plaisir de pouvoir partager leurs séances avec quelqu'un de très fort ou quelqu'un qui regarde de tout en bas, ils sont sur le régime pendant très longtemps, ils finissent soit en surmenage, soit blessés. Personnellement, là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une séance de course à pied, une grosse séance avec un triathlète professionnel. En fait, j'ai pu réaliser la séance. Mais est-ce qu'elle a été aussi pertinente pour moi que pour lui ? Moi, ça m'a fait plaisir de la partager. Pour lui, elle était pertinente, mais pour moi, après, pendant 5 jours, je ne peux pas courir, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est important de le dire. Des fois, courir un peu moins vite, ça nous permet, on l'avait vu dans un autre épisode, ça nous permet de courir plus rapidement sur le long terme. Ouais, voilà. Ce qui est important, c'est bien connaître le thème de la séance. Une fois qu'on a le thème, on sait à quelle vitesse on va courir à la séance. Est-ce que allure 10, allure semi ou qu'importe. On a la durée. Et donc, on a la durée des récupérations. Dernier petit conseil qui fait partie un peu des inconvénients parce que le 8 x 1000, c'est un peu comme le 10 x 400. C'est un peu le format de séance que tout le monde a envie de mettre en place dans sa préparation. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour les coureurs qui ont un volume hebdomadaire quand même assez faible, ouais, bien sûr. Assez faible. En fait, en réalité, c'est 90% des coureurs qui vont courir 20, 30, ceux qui n'ont pas plutôt un gros volume. Il faudrait plutôt dire ça. C'est dans plutôt, ce sens-là, c'est plutôt ça la réalité. 8 x 1000, c'est une grosse séance. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partir en fait sur des formats de séance un peu plus simples. Gardez les mêmes règles que ce que je vous ai dit vis-à-vis de la récupération et de la vitesse que vous utilisez, mais commencez par exemple sur un 5 x 800 et allez progressivement sur un 5 x 1000, 6 x 1000. Imaginez que vous courez 40 km par semaine, 6 x 1000, ça fait 15% de votre volume hebdomadaire couru sur cette séance. Pour moi, c'est très bien. 8 x 1000, ce serait trop. C'est une séance aussi qu'on va retrouver sur trail. Il y a beaucoup de trailers voire même d'ultra-trailers qui la pratiquent. Elle s'adapte parfaitement à eux aussi. Oui, exactement. Alors, déjà, ce qu'il faut dire, j'aime bien rappeler ça, c'est que le corps ne fonctionne pas différemment sous prétexte qu'on est en nature ou à la montagne. Donc, physiologiquement, les intervalles, les intensités, etc. peuvent être identiques. Alors après, il y a 3 variantes en trail qu'on peut utiliser. En un, c'est de l'utiliser tel quel. C'est-à-dire que c'est pas parce que on est trailer qu'on a pas le droit de courir à plat. Il y a pas sur mal une piste, hein. Ouais, voilà, il y en a beaucoup qui courent sur piste. Ils le disent pas forcément, mais croyez-moi, il y en a beaucoup qui tu penses courent sur piste. Qui se cachent. Ah, il y en a plein qui se cachent. Hein. En tout cas, ils aiment pas l'avouer, mais c'est dommage parce qu'en plus, ça serait intelligent de l'admettre c'est pas bien vu peut-être. Hein, pas il y en a qui l'assument parfaitement. Il y en a d'autres, ils aiment pas communiquer. Alors, ils montrent toutes leurs séances ou ils montrent beaucoup quand ils sont en grande nature et tout, mais bon, ça peut. Ça correspond peut-être pas à l'imaginaire qu'on peut avoir du trailer. Est-ce qu'on pourrait changer un petit peu la psychologie et dire qu'en fait en trail, courir sur piste, c'est le gain marginal du trailer? Non, mais bon, après, c'est vrai qu'il y en a aussi qui ont l'impression de pas travailler, mais enfin, ça, c'est pas forcément ça qui leur est utile. Mais généralement, si tu prends l'UTMB, tu vois le départ de l'UTMB, aujourd'hui ils sont à 18 à l'heure sur les premiers kilomètres, donc ça demande quand même, et puis c'est assez plat aussi, et aujourd'hui on se rend compte aussi qu'il y a des relances terribles sur le plat, et donc il faut être quand même capable de pouvoir avoir cette vitesse sur le plat. C'est peut-être là où ça peut jouer. Mais aussi, et c'est là aussi c'est une spécificité par rapport aux coureurs sur route, c'est qu'il faut être capable d'avoir cette vitesse là après peut-être 4000, 5000, 6000, 7000 mètres de dénivelé dans les jambes. Ouais, c'est là où les 2 autres variantes pour le trail que je propose peuvent être utilisées. La deuxième, ça va être en côte évidemment.
Alors là, c'est vrai qu'on va moins regarder la vitesse forcément, mais on peut regarder d'autres variables. On peut regarder le cardio, on peut regarder, je sais que les trailers utilisent beaucoup l'ascension, genre la quantité de dénivelé à l'heure. Au lieu de faire des kilomètres heure, ils font genre du D plus heure. Ça peut être intéressant. Et voilà, pas forcément regarder la vitesse parce que en fonction de la côte où on est, de la technicité dans laquelle, de la côte, ça peut changer. Troisième variante, tu l'as dit, ça va être la séance avec pré-fatigue. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un début de séance avec des intervalles en côte ou alors une très longue côte. 1 kilomètre vertical, par exemple. Et après, travailler un peu son travail de relance avec plusieurs répétitions à 1000 mètres sous fatigue. Nous, sous campus, ça doit faire mal, ça, quand même. C'est vraiment quelque chose qu'on adore faire. Travailler en côte en début de séance, en fin de plan, dans la préparation vraiment spécifique, tu fais du travail en côte au tout début et après tu travailles ton allure spécifique avec justement les jambes bien lourdes. Ça, on aime bien faire ça. Rien que d'y penser, là, j'ai des sueurs froides. Professeur Tristan, combien vous notez cette séance? Parce que tu sais qu'on aime bien faire ça aussi, c'est un peu rigolo, hein, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Mais c'est pour un peu la petite blague. C'est marrant. Combien est-ce qu'on la note cette séance? Je pense que je vais mettre la même séance, je vais mettre la même note que toi quand je vois comment tu étais enjoué au tout début de cette partie. Moi, je lui mets 19 sur 20. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup. 19 sur 20, alors on est proche de l'excellence. Je mets pas 20 sur 20 parce que je suis français, mais j'aurais été dans notre pays, peut-être j'aurais mis 20 sur 20. Mais en fait, pour exactement les mêmes raisons que toi, c'est quand tu arrives en fin de préparation, que tu es en fin de bloc, tu es en forme, tu es fort et tu réalises ces séances, c'est vraiment des séances qui te mettent en confiance et qui permettent de valider que ce que tu as fait sur ta préparation et sur ton année fonctionne. Puis si tu la cours bien, si tu la cours pas à pleine balle, si tu restes quand même raisonnable dans tes allures, je trouve que ça laisse moins de traces, tu vois, qu'une séance de... En fait, c'est une séance qui te permet de bien travailler quand même, mais qui laisse pas non plus des traces trop fortes comme tu peux avoir sur un 15 x 300 par exemple, ou sur des séances 15 x 400, tu vois, où là tu vas vraiment aller chercher, ou même des séances de plus longues, des 3000 mètres, des 3 x 5 x 3000 ou des 3 x 5000 mètres en prépa marathon. Après, on a déjà parlé des séances VMA dans un épisode précédent. C'est peut-être que tu cours tes séances VMA trop vite aussi. Peut-être. Non, moi je fais attention maintenant quand même. Hein. J'ai appris, voilà. Mais en tout cas, mes séances 8 x 1000, j'essaye vraiment de pas les courir trop vite. Même des fois, les courir un peu moins vite. J'ai remarqué que chez moi, justement, j'allais moins fatigué. J'allais quand même progresser. J'allais moins fatigué. Je vais pouvoir enchaîner derrière après. J'ai avoir moins de fatigue. Et donc, en fait, t'as clairement à être à balle sur une séance. À moins que tu veux suivre un copain, t'as pas d'intérêt d'être à balle. Normalement, justement, cette séance-là, tu dois la finir. Tu dois être pas trop un petit peu, mais pas trop, quoi. C'est ça. Voilà. On va réussir à être efficace sans se crisper. Exactement. Bon, écoute, ça vous donne des idées. Merci infiniment, Tristan, pour cet épisode de très grande qualité. J'ai beaucoup apprécié. Moi, j'ai plein d'idées. Cool. Je sais, j'ai plein de pistes à mettre en place. Donc, j'espère que nos auditeurs et auditrices aussi. Puis, je te donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode de DTDC Original. Salut Guillaume, et puis à la prochaine tout le monde. À très vite.